Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Retour de trêve internationale pour les joueurs et de trêve tout court pour nous après une semaine de relâche. Et pour la reprise, nous vous avons gâté avec un petit numéro aussi copieux qu'un repas de Pâques chez maman. Autour de la table avec moi pour cette émission, le titulaire indiscutable cette saison, un peu parce qu'il est le patron aussi, le capitaine d'actu, Romain. Salut Romain. Salut, bonsoir à tous, salut. Il nous est encore plus précieux en super sub que les Gunnar Schuster ne l'était à Manchester United à son époque, Thomas est des nôtres également. Salut Thomas. Salut, bonjour à tous. Au sommaire ce soir, c'est si bon, grand entretien avec Jamel Aït Benidir. Il connaît quoi? Présentation d'Auxerre Hack avec Quentin d'Actu Agia. Panne d'essence ou sur la réserve? Retour sur l'interview de Pierre Ventier à François Manoury. Et one more time, les féminines restent à l'arrêt. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 27, c'est parti. Il nous a vraiment fait plaisir quand il était sur le terrain et on peut vous dire que sur ce que vous allez entendre, il va vous faire également très plaisir dans ses propos. Nous avons eu le plaisir avec Romain et Florian d'interviewer cette semaine Jamel Aït Benidir. Il nous a parlé du hack, mais pas que, et aussi des perspectives qu'il voit pour le club ciel et marine. Nous vous laissons écouter cet entretien d'1 quart d'heure. C'est à vous. Ce soir dans Les Activistes, nous avons l'honneur de recevoir un champion. Oui, un champion de Ligue 2 2008. Il rejoint le hack à l'âge de 13 ans, signe son premier contrat pro à 18 ans et fait ses grands débuts sous le maillot ciel et marine un soir de mars 2002, il y a déjà de cela 19 ans. En 2003-2004, il jouera 9 matchs en Ligue 2 et explosera la saison suivante comme titulaire indiscutable. Il conservera chez nous une moyenne de 33 matchs par saison jusqu'à son départ en 2010 pour Arles-Avignon. Il rejoindra par la suite Sedan puis la JOCR avant de terminer sa carrière au Maroc chez lui, au Wydad Casablanca puis au FUS Rabat. Il a aussi défendu les couleurs des Lions de l'Atlas avec 3 caps au compteur. Vous l'aurez deviné, chers amis auditeurs, nous recevons ce soir dans Les Activistes le milieu défensif Jamel Aït Benidir. Bonsoir Jamel. Bonsoir à tous. Merci en tout cas Jamel d'être parmi nous dans Les Activistes. Nous en sommes très honorés. Tu es notre premier joueur du hack à participer à cette émission et ça nous fait très plaisir d'avoir un vrai représentant de la KV parmi nous. Avant de commencer, je voudrais que tu saches que François Manoury s'associe à nous dans cette émission. Il souhaitait te passer un bonjour personnel. Donc voilà. Tu lui repasseras. Eh ben, ce sera fait. Il écoute l'émission régulièrement, donc il prend le bonjour en retour. Première question déjà. On va pas commencer par parler de foot. On va parler plus généralement. Le monde actuel traverse une crise sanitaire sans précédent. Donc, première question pour toi, Jamel. Comment est-ce que ça va? Mais écoute, ça va bien, même si, comme tu le soulignes, il y a une crise sanitaire mondiale qui est vraiment pas facile à vivre. Il faut s'adapter. Donc, on est constant dans l'adaptation, mais à part ça va. Niveau santé, tout va bien. Le hasard du calendrier fait que nous recevons avant la réception d'Auxerre, club dans lequel tu as joué, mais aussi avant de recevoir Ajaccio. Et tu as une petite histoire avec Ajaccio que Romain voulait t'exposer. Romain, tu voulais poser une question à Jamel. Bonsoir Jamel, donc on le disait en intro, hein, le mardi 26 mars 2002, il y a quasiment 19 ans jour pour jour, tu joues ton premier match titulaire en ciel et marine. Et ce premier match, c'est face à l'AC Ajaccio à Deschazos. Et moi, j'avais envie de savoir qu'as-tu ressenti déjà et quand tu vas prendre ta titularisation et puis au moment où le match commence. Écoute, c'était un grand moment. Je l'avais su en fait dans la semaine, parce il y avait KV, Alain Caveglia, qui était venu me voir, qui m'a dit, écoute, prépare-toi, tu vas jouer. Et si je me souviens là, c'était un match important. Je crois qu'ils étaient premiers, on était deuxième. Le coach, c'était Courbis. Ils avaient un peu une équipe de vieux briscards, tu vois. Et je crois qu'on perd 1-0 sur une énorme bourde de Pascal Bonda dans la surface. Donc, non, franchement, c'était un super souvenir. Mais j'avais franchement zéro pression. Donc, c'était l'idéal de débuter à Deschazos, en fait. Nous, on va forcément parler de la saison de la montée, Ouais. donc 2007-2008. Vous avez survolé la Ligue 2, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ce groupe, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette saison pour être au top. En fait, pour tout te dire et ne pas te mentir, dès le début de saison, tout le groupe, nous-mêmes, personne ne nous voyait faire cette saison.
Donc, en fait, on a commencé à y croire. On a commencé par je crois que c'était un match à Bastia, le premier match de la saison, où je crois qu'on gagne 3-1, quelque chose comme ça. À partir de là, ben, on enchaîne et puis tout naturellement, l'équipe a pris confiance. Et surtout, on avait un super groupe de potes. Ça, c'était important. Et tout le monde avait faim, en fait. Tout le monde avait faim. Tout le monde, il y avait pas, personne se prenait pour une star ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a beaucoup de simplicité, beaucoup de gars issus du centre. Nobilo qui avait vraiment bien modelé le groupe. Et tu as aussi un tournant dans la saison, c'est le retour de Jean-Mi à la trêve, qui nous fait vraiment beaucoup de bien. Et à partir de là, on savait qu'on allait survoler le championnat. Et cette victoire à Nantes, avec son but, ça a été un déclic, parce que Nantes, à ce moment-là, nous talonnait. Donc à partir de là, on a remis vraiment un gros coup psychologiquement. Et puis franchement, ça a été une super saison. Et puis le dernier match, si je me souviens bien, on gagne, je crois que c'est 6-0 ou 6-1 face à Bastia. Et malheureusement, Bastia descend, mais c'était une super fête. Non, c'est inoubliable. Et pour enchaîner avec ça, quels ont été les joueurs qui t'ont le plus marqué, que ce soit en tant que coéquipier ou adversaire? Écoute, qui m'ont marqué, tu veux dire, au sein du club avec qui j'ai joué? Ouais, tu as joué, mais aussi les adversaires que tu as pu rencontrer, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ouais, ceux avec qui j'ai joué, bah écoute, par rapport à leur parcours, il y a Guillaume, tu vois, au Haro, parce que je l'ai vu arriver de la Réunion et faire des contrôles à 10 mètres, des tirer à côté du but, tu vois. Et ça a vraiment été quelqu'un qui a travaillé avec beaucoup d'humilité, qui a eu un passage vraiment difficile, qui était assez conspué par le public à un moment donné. Je me rappelle au temps où, avec Thierry Hunard, c'était tellement compliqué que Thierry lui disait, écoute, je peux pas te faire jouer à domicile, tu joueras qu'à l'extérieur. Donc mentalement, il a pris beaucoup et repartir à Guignon. À Guignon, on connaît, hein, petit club, petite ville. Il s'est mis à bosser et derrière, il revient. Je vais pas dire que c'est lui qui nous fait monter, mais la saison qu'il fait, elle est exceptionnelle. Et donc, par rapport à ça, je lui tire un grand coup de chapeau. Après, il y a tous mes potes qui ont fait une carrière, avec qui on est parti. Steve, Lassana, Didier. Une pensée aussi pour Kevin Nana, que je revois souvent quand je viens en Rome. Lui aussi, tu vois, c'est des joueurs qui m'ont vraiment marqué. Tu prends Kevin, je l'ai connu à Saint-Jean. Il était au collège. Moi, j'étais au lycée. Donc, on était toujours ensemble. C'était comme le petit frère. Ensuite, il a grandi. Ensuite, on a habité l'un à côté de l'autre. Donc, pour pas qu'il arrive en retard, c'est moi qui allais le chercher tous les matins. Donc, tu vois, ça aurait été vraiment comme un petit frère. Et la saison de la montée, pareil, il est là, il met sa pierre à l'édifice. Et ce qui lui est arrivé derrière, c'est vraiment triste, sachant le potentiel, tu vois, qu'il avait. Tout le monde sait que voilà, si Kevin n'avait pas eu son accident, aujourd'hui, voilà, pour moi, il serait champion du monde, champion d'Europe, tu vois. Ça aurait été, voilà, c'était un talent exceptionnel. Après, au niveau des adversaires, j'ai pas vraiment de joueurs qui m'ont marqué, à part, ouais, bon, je vais pas être original si je te dis Benzema. Ouais, Benzema, quand je l'ai rencontré, franchement, c'est le gars, voilà, je le voyais pas aussi facile, tu vois, grand, costaud, rapide, et vraiment, c'est son intelligence de jeu qui m'a marqué. Il touchait peu le ballon, mais quand il touchait, il y avait toujours quelque chose. Et ce jour-là, voilà, il m'avait toujours marqué, jeune à Lyon, donc moi, je dirais Benzema. Au sein de ta carrière, là, tu viens de parler de la saison du Havre dans laquelle il y avait une bande de copains, mais il y a eu des périodes un peu plus folkloriques. Et par le folklore, j'aimerais que tu nous parles un peu du Arles-Avignon, période Marcel Salerno. Est-ce que c'était aussi folklorique à l'intérieur du groupe que ça pouvait en donner l'impression à l'extérieur avec ce côté armée mexicaine où on additionnait les joueurs sans trop savoir ce que ça pouvait donner à la fin? Déjà, il y a une chose importante que j'aimerais rappeler parce que souvent on me pose la question. On me dit, mais attends, comment t'as fait toi pour atterrir à Arles-Avignon? Ok, Ligue 1, etc. Mais comment t'as fait? Et ça, c'est un enseignement et c'est une expérience voilà, que je raconte à des plus jeunes joueurs pro, dont certains qui sont au Havre, où l'entourage et surtout le domaine en fait des agents est important. Donc moi, je t'explique. Moi, j'arrivais en fin de contrat au Havre. À l'époque, le coach, je crois que c'était Dory, et le président, c'était Jean-Pierre Louvel. Donc, moi, on m'avait proposé une prolongation de contrat, tu vois. Mais très sincèrement, j'avais fait vraiment le tour, tu vois, mentalement. Même après la montée,
Moi, je voulais quitter parce que mentalement, j'arrivais à autre chose et puis j'avais des propositions intéressantes. Après, bref, je suis resté, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais par rapport à mon choix d'Arles-Avignon, comment ça s'est passé? Moi, au mois d'avril, cette année-là, en Ligue 2, c'est Brest qui monte, si tu te souviens bien. Et au mois d'avril, donc la saison n'est pas finie, la montée est actée pour Brest. Tu as Corentin Martins, qui était le directeur général à l'époque, qui me contacte et qui me dit, écoute, nous on va monter, etc., etc. Je veux que tu viennes à Brest. Le projet que j'ai, c'est de te faire jouer avec Ewolo. À l'époque, c'était Oscar Ewolo, etc. Il me fait une proposition de contrat et tout, 3 ans de contrat, bon salaire, etc. Et tout. Et je lui dis, écoute, ben, j'ai un agent, contacte-le et moi je suis OK. Donc il me dit OK. Donc il prend les coordonnées de mon agent. Je ne vais pas citer son nom, hein. C'était l'agent à Kevin, c'était l'agent à Antonio Letalec, c'était l'agent à, voilà, on saura, à Souleymane Diawara, à Niang. Donc je laisse les coordonnées et au bout de 10 jours, j'ai Corentin Martins qui me rappelle, qui me dit, écoute, ça fait 10 jours, j'essaie de joindre ton agent. S'il ne répond pas, écoute, on passera à autre chose. Donc j'appelle cet agent. Je lui dis, OK, je le rappelle. Il le rappelle. 15 jours se passent encore, donc 10 jours, 15 jours, ça fait pratiquement 3 semaines. Donc moi, je me dis, c'est bon, tout est réglé. Moi, je faisais, c'est pas aveuglément confiance, mais voilà, je me disais, bon, c'est son domaine, il est professionnel, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc moi, je me dis, au bout de 3 semaines, c'est bon, je vais aller à Brest, je vais signer mon contrat. Donc, au bout de 3 semaines, tu as Corentin Martins qui me rappelle et qui me dit, écoute, moi, ton agent, on a discuté, il devait revenir vers moi, il n'est jamais revenu vers moi, donc j'arrive pas à comprendre. Donc, on est sur 2 autres pistes. À l'époque, ils avaient pris le Tchèque, Lipka, je crois, c'est comme ça. Donc, il me dit, on est sur un Tchèque. Si on n'a pas de réponse dans la semaine, je vais être obligé de signer le Tchèque et ça sera dommage pour toi. Et je dis non, je dis, moi, je vais venir. Donc, je contacte l'agent. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, Brest, ça fait le yo-yo. C'est pas une équipe pour toi. Moi, je vais te mettre à Lens. Il y avait Kovacevic à l'époque qui devait partir. Il me dit, je vais te mettre à Lens. Je dis, écoute, t'es sûr de ce que tu dis? Il me dit, oui, oui, t'inquiète pas, je vais te mettre à Lens. Donc, moi, qui est intègre, qui respecte mes contrats et ma parole donnée, je dis, écoute, ben, écoute, je te fais confiance. J'attendrai la proposition de Lens. Mais ce qui se passe, c'est que juin, pas de proposition. Juillet, voilà, ça commence à chauffer entre lui et moi parce que moi j'avais dit, ouais, ça y est, je pars, je vais aller signer ailleurs. Et mi-juillet, il me dit, écoute, bon, il m'invente un truc. Il me dit, voilà, mais par contre, il y a Arles-Avignon en Ligue 1. Et je dis, non, mais je dis, tu te fous de moi là, je crois. Je dis, moi, avril, je pouvais signer à Brest. Et là, tu me parles de Arles-Avignon, etc. Avec tout le respect que j'ai pour Arles-Avignon. Il me dit, oui, mais c'est Ligue 1, etc. Donc en fait, je me suis retrouvé un peu comme dos au mur, tu vois. Et quand, et quand j'ai connu, tu vois, tout le revers en fait du football, en fait, il s'est avéré que ce gars-là avait une meilleure commission par rapport au fait qu'il connaissait Salerno depuis longtemps, etc. Il avait une meilleure commission à Arles-Avignon. Le travail était plus simple pour lui à Arles-Avignon que si j'étais parti à Brest ou autre. Donc, en gros, quelque part, je me suis fait avoir, tu vois. Et ça a été une expérience. Voilà, ça n'a pas été voulu, mais entre guillemets, j'avais pas le choix. Après, c'était la Ligue 1, mais bon, c'était folklorique, comme tu dis, tu vois. De toute façon, voilà, c'est un des aspects du football aussi. L'entourage est Ouais. très important. Romain, tu voulais, toi aussi, on va reparler du doyen avec toi. Tu voulais parler avec Jamel, bien évidemment, du hack. Oui, bah, je voulais savoir quel regard tu portes sur la situation du club aujourd'hui, hein. On le rappelle, ça végète en Ligue 2 depuis 12 saisons, bientôt 13 malheureusement. Et d'après toi, qu'est-ce qui manque au hack pour retrouver l'élite sur et en dehors des terrains? Écoute, moi, depuis que j'ai quitté le HAC, on va dire en 2010, j'ai toujours suivi le club, l'évolution du club. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes d'infrastructure, ben, le club a évolué depuis le temps que j'y étais. Il y a un super stade, il y a un nouveau centre d'entraînement. Donc, de ce côté-là, le club a évolué. Après, sportivement, c'est dommage, c'est en dents de scie. J'attendais vraiment beaucoup de cette année avec Paul Le Guen. Je me disais voilà, qu'il y a quelque chose qui allait être mis en place avec le président Volpe bon, qui a quand même investi, hein. Donc sportivement, je suis assez déçu et voilà. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment une vraie politique, tu vois, sportive, dynamique. Quand je te dis dynamique, c'est vraiment ambitieuse, tu vois, même au niveau
du recrutement, au niveau des idées de jeu. Quand j'ai regardé certains matchs, j'ai l'impression que voilà, le hack est là pour être là. Tu vois, on est en Ligue 2, la ville est tranquille et sympa, on a un beau stade, on a des beaux maillots, et puis voilà. Et ça fait pas peur en fait. Le hack fait pas peur. Donc c'est ça. Le hack doit refaire peur. Et pour ça, il faut vraiment une politique dynamique. Et ce projet-là, il part des dirigeants d'abord. Il part des dirigeants. Après, il part de la cellule sportive, le staff. Et d'ailleurs, le recrutement, c'est important, tu vois. J'ai eu l'occasion de venir au Havre, de discuter avec Paul Le Guen, avec Pierre Ventier aussi, avec le président. Et, euh, et voilà, sur l'aspect recrutement, vu que moi, actuellement, bon, j'ai arrêté au Maroc, donc je passais un petit peu mes diplômes de coach. Et en parallèle, par rapport à l'expérience que j'ai acquise ici au Maghreb et en Afrique, parce que j'ai fait toute l'Afrique aussi, donc je leur ai soumis l'idée de développer, entre guillemets, une cellule de recrutement sur les continents africains, parce que vraiment, il y a vraiment des potentiels. Et les clubs qui dénichent vraiment des pépites, c'est les clubs qui travaillent vraiment en amont, tu vois. Et pour ça, il te faut un vrai réseau humain sur place, de qualité. Et un club comme Le Havre ne va pas se permettre de payer une dizaine de gars qui vont sillonner l'Afrique, tu vois. Donc, moi, je leur ai soumis cette idée. Après, pour l'instant, bon, il n'y a pas eu de retour, même si j'ai beaucoup discuté avec eux sur certains dossiers, comme sur Berkaoui, tu vois, sur ce dossier-là. Et voilà, c'est dommage parce que ce club mérite et doit être ancré en Ligue 1, tu vois. On va laisser la dernière question à Florian qui va finir. Florian, à toi la dernière question pour Jamel. Pour tous les jeunes joueurs qui nous écoutent, si tu avais un seul conseil à leur donner pour leur carrière, ça serait lequel? Ben, le meilleur conseil que je peux donner à un joueur, c'est d'être lui-même. Ça veut dire d'avoir des objectifs vraiment clairs, parce que sans objectif, tu n'iras nulle part. Et vraiment d'être toi-même. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup l'émergence au niveau des réseaux sociaux. C'est beaucoup de l'image instantanée. Du jour au lendemain, tout change. Les générations de maintenant, elles veulent beaucoup, 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 beaucoup changer. Le nouveau téléphone, la nouvelle paire de baskets, ils sont constamment dans le changement. Donc, c'est de rester eux-mêmes. Et le travail, c'est la base de tout. Associé à de l'humilité, sinon tu n'arriveras à rien. Parce que l'humilité, elle te sert quand tu réussis, quand tu es dans les bons moments. Ça veut dire rester humble, ne pas te croire arriver. Et elle te sert aussi dans les mauvais moments. Ça veut dire que tu vas modérer ces mauvais moments. Parce que dans une carrière, tu auras toujours des mauvais moments. Et tu vas apprendre dans les bons comme dans les mauvais. Donc le travail et l'humilité. Et si j'avais un message à dire aux joueurs qui sont WAC, c'est vraiment de saisir la chance qu'ils ont d'être dans un club qui va leur donner la possibilité de jouer, déjà, et voilà, de faire honneur à ses couleurs et et voilà, de respecter ce club. Quand je vois beaucoup de joueurs, tu vois, qui partent, je vais pas dire qu'ils partent comme des voleurs, mais qui à un moment donné profitent de la formation au niveau du club, mais qui à un moment donné ne comprennent pas qu'il doit quand même y avoir un retour sur investissement, tu vois, au niveau du club. Ça, cet aspect-là, je ne comprends pas, tu vois. Moi, si j'avais été dans cette situation, je me dirais, écoute, le club m'a permis d'arriver là où je suis. C'est normal qu'en retour, le club gagne quelque chose. Tu vois, c'est un business. Une fois que tu rentres dans ce monde-là, du football professionnel, tu dois accepter toutes les règles du jeu, entre guillemets. Ça veut dire que tu dois accepter d'être ovationné, mis en avant, et tu dois être accepté à un moment donné d'être critiqué. Voilà. Donc, c'est hyper important. Savoir se remettre en question aussi, c'est important. Donc, c'est un peu, j'aurais pas un conseil à donner, c'est un ensemble de conseils. Mais le principal qui va activer tout ça, c'est l'humilité. Au nom des activistes, nous te remercions. C'était très agréable de t'avoir en interview comme ça. Entendre un vrai gars de la KV, ça nous réchauffe parce que de temps en temps, Romain le dit qu'il a mal à son hack et avoir des historiques comme toi qui nous ramènent à de bons souvenirs et à de bonnes valeurs ciel et marine, ça nous a fait très plaisir. J'avais eu l'occasion de lancer à la volée à Jérémy Hénin à un moment où on se chamaillait que s'il voulait faire un triptyque d'entraîneurs entre lui, toi et Jean-Michel, on serait pas mécontent, ça serait sympathique.
Est-ce qu'on peut déjà prendre rendez-vous quand tu signeras ton contrat d'entraîneur principal au HAC pour que tu reviennes dans l'émission? Non, écoute, non, mais comme je t'ai dit, très sincèrement, le hack, c'est une grande partie de ma vie. Donc, moi, je serai toujours dispo pour mon club dans n'importe quel domaine. Si je peux aider, j'aide. Donc, voilà, je l'ai laissé entendre aux dirigeants quand j'étais venu. Et puis voilà, pour te dire, le président nouvelle, je l'ai de temps en temps au téléphone, Alain Bessard, pareil. Donc, en fait, c'est, c'est une famille, en fait. On est resté une famille. Merci beaucoup, Jamel, et à Merci à bientôt. vous. Et n'hésite pas à nous écouter dans les activistes et à nous suivre. Nous, en tout cas, on te suit et on en est très heureux. Au plaisir, au plaisir, au plaisir. Merci. Bonne continuation. Merci Jamel. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On remerciera encore jamais assez Jamel pour tout ce qu'il nous a apporté et cette interview a été vraiment très intéressante. Romain, tu étais avec moi pour interviewer Jamel. Quel est ton retour par rapport à ses propos? Bah, déjà, ça fait vraiment plaisir d'entendre un champion de 2008, d'entendre son attachement et d'écouter son attachement au club, surtout pendant cette saison galère. Voilà, j'ai vraiment apprécié sa franchise, sa transparence. Son histoire autour de son transfert à l'Avignon aussi et ses explications autour du monde du football professionnel, je trouvais ça très intéressant. Et puis bah ça confirme et je reste persuadé que tous ces anciens auraient un rôle à jouer autour du club pour apporter quelque chose au club aujourd'hui quand on voit dans la galère dans laquelle on est. Et je trouve qu'on a toujours besoin de conseils avisés de personnes qui ont connu comme ça le haut niveau. Donc moi, franchement, je remercie encore Jamel pour cet entretien long en apprentissage qu'il nous a accordé. Thomas, tu étais un auditeur privilégié de cette interview. Tu l'as écouté pour préparer l'émission. Est-ce que tu rejoins Romain dans les propos de Jamel? Ah, tout à fait. Je rejoins amplement Romain. Ce que j'ai aimé dans cette interview, évidemment, c'est le côté nostalgique. Déjà, forcément, ça nous remonte à une décennie en arrière. Une décennie où le HAC était là, était fort, était présent. Ça sentait bon la Ligue 1, des Chazot. Voilà. C'est pour moi un peu comme une espèce de Madeleine de Proust. Hein. Ça fait toujours du bien de se rappeler de tout ça. Ce que j'ai aimé aussi, bien évidemment, dans cette interview, c'est l'humilité qu'a Abi. Clairement, c'est un gars, tu sens vraiment qu'il a les pieds sur terre, que c'est pas un gars qui se la raconte ou quoi. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie, enfin, que moi j'apprécie en tant qu'être humain. Parce que voilà, on parle beaucoup de foot, enfin de star business, etc., de foot business. Et lui, c'est vrai que bon, il en a parlé, bien évidemment. Il a aussi parlé de l'évolution du club, des infrastructures, et il a bien fait d'en parler. Et il a sous-entendu, bien évidemment, que le HAC n'était pas forcément à sa place. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand il a parlé un peu de, effectivement, toujours dans l'analyse de la situation actuelle, le côté zapping, en fait, où quand tu vois que les joueurs, par exemple, quand ils commencent à percer, que finalement ils sont un peu influencés par leur agent et puis qu'ils cherchent d'autres clubs, etc. Donc j'ai bien aimé ce parallèle avec la société zapping. Aujourd'hui, c'est vrai que l'être humain, avec le modernisme, on va dire, est tenté par zapper sur vraiment, tu vois, voilà, changer d'apparence, etc. Donc voilà, ça j'ai vraiment bien aimé ce parallèle. Et pour rejoindre Romain, moi j'aurais une proposition à faire au club. Ce serait que les anciens reviennent et parrainent un jeune ou un groupe de jeunes pour leur montrer l'amour du maillot, tu vois, le fait vraiment de rester jusqu'au bout, vraiment, enfin jusqu'au bout de la formation et puis rester quelques années après, comme par exemple un Vicage Dorazo qui est resté jusqu'à 25 ans au club. Voilà, ça c'est vraiment des exemples pour moi qui sont pertinents et j'aimerais vraiment que le club se bouge et que les anciens vraiment reviennent et puis voilà parrainent un jeune ou un groupe de jeunes qui est en pré-formation et en post-formation, quoi. En parlant d'anciens de toute façon qui veulent revenir, on a encore lu dimanche dans le Paris-Normandie, Zachary Boucher qui a fait une déclaration d'amour au HAC et qui a fait également une proposition de service avant la fin de sa carrière ou après la fin de sa carrière. Donc on est totalement dans le moule de ce que tu viens de dire. Et j'ai bien aimé, moi, dans les propos de Jamel dans l'interview, la partie où il dit que le HAC est là pour être là en Ligue 2 et qu'il doit à nouveau recommencer à faire peur parce que le HAC ne fait plus peur. Et c'est aussi là une chose qu'il faut qu'on redonne, c'est montrer aux équipes qui vont venir au Stade Océane que c'est pas 3 points assurés, même un point assuré en venant ici. C'est le point, s'ils veulent le prendre, il va falloir s'arracher et prouver qu'ils sont meilleurs que nous.
Donc ça, j'ai bien aimé. Et c'est vrai que cette petite bouffée d'oxygène, quand on a pu reparler des anciens, de Jean-Michel Lesage, de Jérémy Hénin, entre autres, c'est important pour la suite, parce que c'est vrai que actuellement, on a pu les critiquer pendant ces dernières saisons, mais en termes d'icônes avraises, il nous reste Jean-Pascal Fontaine et Alexandre Bonnet. À partir de ça, ensuite, derrière, tu n'as plus trop d'anciens qui vont commencer à faire. Un des plus anciens, par exemple, ça va être Romain Basque. Et il est quand même là depuis pas si longtemps que ça. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'identifier, c'est difficile pour les jeunes du club de formation, en plus, de s'identifier à des grands anciens quand il n'y en a pas beaucoup. Et si effectivement on pouvait remettre dans le staff, comme il y a pu y avoir avec David Marteau, des anciens du club qui ont été là, qui représentent quelque chose, et qui sont de la région, ou qui sont venus vraiment très jeunes et qui se sont vraiment imprégnés de ce qu'est le hack, ça peut donner des bonnes idées, et ça pourrait aussi être source de bons conseils pour éviter des départs un peu anticipés. En tout cas, on remercie encore une fois Jamel pour cette belle interview. C'était la première d'un ancien joueur, et on lance les invitations à tous ceux qui peuvent nous écouter. On aimerait bien que ce ne soit pas la dernière. Donc Jean-Michel, Jérémy, si vous êtes à l'écoute, un petit message sur le Twitter de Actu, on est prêt à vous accueillir n'importe quoi. En parlant d'interview, on va enchaîner avec la deuxième. Romain, tu étais vraiment en interview la semaine dernière, vu que là, tu as pu interviewer Quentin, un ami de Actu Agia, qui est un peu notre pendant pour le OCR avec Actu. Et on va maintenant écouter concernant le match de ce soir. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Quentin, l'animateur du compte Twitter Actu Agia. Quentin nous parle d'abord des forces de l'effectif auxerrois. On l'écoute. Vu que vous êtes à Vrai, forcément vous pensez à Mickaël Lebihan qui fait une super saison chez nous. Je pense qu'au niveau des forces de notre équipe, il y a pas mal d'éléments, mais s'il faut en ressortir que deux, je pense que c'est notre circulation du ballon qui est vraiment très fluide depuis le début de la saison. On sent que la patte de Jean-Marc Furlan s'est bien imprimée du côté de la baie des Champs. Le ballon circule bien, ça va de tous les côtés, les joueurs se trouvent très très bien. Et puis offensivement, on a de grosses capacités pour marquer. Hein. On a du Gimon aussi qui a dépassé les 10 buts. Mickaël Lebihan, on a aussi l'indispensable Mathias Autrey qui est capable de marquer, tout comme Mzasaki, notre meilleur passeur. Enfin, même si on a quelques difficultés ces derniers temps à trouver la faille, on est vraiment très solide. Je pense que la période de novembre-décembre où on a beaucoup marqué, on a commencé à inquiéter pas mal de défense. J'ai ensuite demandé à Quentin de nous faire un état des lieux de l'effectif de l'AGIA, les suspendus, les blessés, les éventuels cas de Covid. Voici son état des lieux. Du côté des suspendus, on n'en a pas du tout. On a juste notre tour de piste, Birama Touré, qui est sous la menace d'une suspension. S'il prend un carton jaune, il sera suspendu pour le match suivant. En revanche, ça c'est une perte assez importante, Axel Ngando, qui est toujours sur le flanc, lui. Et Mathias Autrey est de retour à l'entraînement. Il avait une blessure lors du précédent match face à Valenciennes. Et il semble qu'il est revenu, il est dans le groupe, il s'entraîne depuis 2-3 jours, donc il devrait être titulaire. Sinon, tout le monde est là, l'effectif est au complet, mais on espère que la trêve a fait du bien aux joueurs parce qu'on les trouvait un peu émoussés physiquement ces derniers temps. Puis Quentin nous livre son ressenti par rapport à l'adversaire du soir, le hack. On l'écoute. Au Serrois comme à Vrai, on est quand même supporter de clubs historiques, donc forcément quand on voit le hack dans une position, j'ai envie de dire un peu délicate, mais bon, vous êtes dans le ventre mou, je pense que le maintien est assuré. C'est toujours un peu pénible. Honnêtement, en début de saison, le Havre, je les voyais un peu plus haut. On analyse aussi que le Havre a des difficultés offensivement, hein, plus faible attaque de Ligue 2 avec celle de Dunkerque. C'est dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire pour le Havre, une saison de transition avant sûrement beaucoup de changements cet été. Et enfin, pour finir, je lui ai bien sûr demandé de pronostiquer le match de ce soir. L'enjeu est primordial pour la GIA, hein, qui a eu toutes les peines du monde à ramener des points, qui perd des points bêtement ces derniers temps. Donc il faut absolument une victoire. Les gars, je pense qu'ils sont motivés. Ils ont niveau physique, ils sont plutôt pas mal. Donc je mise sur un petit 2-0 pour la GIA qui a vraiment besoin de points. Là.
Merci à Quentin de nous avoir accordé ces quelques moments. Messieurs, donc Quentin a bien présenté le match de la JA. Je voudrais avoir, vous, votre ressenti par rapport à nous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, à votre avis, ce soir à la Baie des Champs? Thomas, pour toi, ça va être un beau match. On peut l'espérer avec Jean-Marc Furlan aux commandes du banc suivant. Ou est-ce qu'on va malheureusement devoir subir des vagues blanches sans pouvoir répondre? Personnellement, je pronostiquerais bien sur un match nul, un partout, un match plein d'intensité, je pense. Auxerre, bon, je vois bien qu'ils ont eu un petit passage à vide quand même. Nous, c'est un peu en dents de scie, quoi. C'est un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, je vois bien le Hack réagir quand même sur cette fin de saison. Hein. Maintenant, là, on rentre dans le money time, on va dire. Puis de toute façon, il faut pas non plus oublier qu'il faut se sauver, hein, parce qu'on n'est pas non plus encore à l'abri d'un match de barrage. Et puis Auxerre, je pense qu'ils vont venir aussi avec de bonnes intentions. Ils sont pas trop largués, en fait. Je crois qu'ils sont, si je dis pas de bêtises, à 10 points du troisième. Donc pas très loin des playoffs non plus. Donc ouais, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Ouais, je pense. C'est surtout ça. Ils ont les playoffs à portée de feu maintenant. Voilà. Donc ils ont peut-être l'occasion justement ce soir de repasser du bon côté. Romain, pour toi, ça va être difficile. Ouais, moi je pense que c'est un gros du championnat, faut pas se le cacher. Ils sont juste un peu en retard sur la 5e place. Donc ils ont besoin de points pour, comme on vient de le dire, essayer d'accéder aux playoffs. Et nous, finalement, on y va sans grande certitude, hein, puisqu'on n'a jamais vraiment réussi à créer quoi que ce soit cette saison, hein, comme c'est en dents de scie, comme vient de le dire Thomas. Ils ont une attaque de feu, même si elle peine un peu sur ces dernières journées. Mais bon, là, il y a eu un repos international, hein, comme l'a dit Quentin pendant son interview, et je pense que la JA aura quand même à cœur de bien faire à domicile. Voilà, donc moi je peux que espérer que nos Havrais répondront présent. En tout cas, c'est ce que moi je leur souhaite. Et puis je trouve encore une fois que c'est nécessaire aussi, car le chemin du maintien, il n'est pas tout à fait encore bouclé. Hein. Il faut encore grappiller quelques points pour arrêter de se faire peur. Donc j'aimerais bien qu'on revienne avec le point du nul. Écoutez, la dernière fois, de toute façon, quand on a sorti l'habit d'apparat pour un match le lundi soir, ça s'était fini par un 2-0 à Dornano. On ne sait pas si ça finira sur le même score, mais en tout cas, au moins, on espère voir un beau match et ne pas s'ennuyer. Je pense que de ce point de vue-là, si le Hack se met à niveau, il n'y aura pas de souci. En tout cas, c'était terminé. Nous allons maintenant aborder un sujet un peu moins joyeux. C'est le moment de parler des finances. Vous connaissez le fameux adage, le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On espère que l'atterrissage pour le Hack, même s'il sera douloureux, se fera sans trop de casse. On voulait revenir avec vous sur l'interview que François Monoury a eue de Pierre Ventier. Et les nouvelles ne sont pas bonnes, ça, on s'en doutait. On ne pensait peut-être pas qu'elles étaient aussi mauvaises. On va rappeler quelques points de l'interview. Il a été dit par Pierre Ventier qu'il y avait un objectif souhaité d'accession. Donc, en tout cas, le non-discours qu'il y a eu à l'intersaison semblait se confirmer. On avait quand même envie de monter cette année. Ça, c'était le premier point. Mais dès que Mediapro a montré les premiers signes de défaillance, il y a eu une réadaptation du projet à fin septembre. Et il a tout de suite fallu avoir comme objectif de sauver les meubles. Et devant une telle situation, le but était de freiner toutes les dépenses avec pour objectif principal, et celui-là, on ne pourra pas leur enlever, c'est de garder tout le personnel du Hack, estimé à environ 200 personnes dans l'ensemble des installations. Et de manière générale, on va voir combien de clubs pourront repartir, parce que si le Hack, avec tous les transferts qui ont été générés, se retrouve dans une panade, quid de ceux qui, effectivement, ne génèrent pas de revenus et ne peuvent compter quasiment que sur la billetterie et les droits télé. Et peut-être que la DNCG va redessiner la carte du football professionnel pour la prochaine saison. Thomas, on va commencer avec toi. Est-ce que c'est inquiétant? J'étais surpris par le chiffre annoncé par Pierre Ventier. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai apprécié par contre, c'est qu'il a été très transparent, très cash en fait. Ça, c'est plutôt appréciable. Maintenant, clairement, moi, je suis un peu inquiet. Après, je connais bien quand même, de l'extérieur, le club par rapport à sa gestion des finances. Mais par contre, le petit truc qui m'a quand même inquiété, c'est l'histoire du prêt que le Hack souhaite obtenir par l'État. Je crois que c'est un montant d'1,7 million d'euros.
Ce qui sous-entend qu'en fait, au final, moi, ce que je me suis dit de prime abord, c'est du coup, le club n'a plus de trésorerie, en fait. Et c'est là que je me suis dit, là, il y a vraiment un souci. Parce que pour moi, le club, voilà, ça a toujours été un club bien géré. La DNCG est toujours passée crème, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est ce prêt-là, cette histoire de prêt, moi, qui m'a un peu gêné. Après, voilà, Venti a bien expliqué ce qui allait se passer, notamment la baisse des coûts fixes, et surtout, ce qui est rassurant aussi, parce que moi, je pense à l'intérêt général. Tout à l'heure, tu en as parlé, Gilles, il y a quand même 200 salariés. Moi, je privilégie quand même l'intérêt général à l'intérêt sportif. Ces 200 salariés, j'ai pas envie que certains se retrouvent sur le carreau. Certains ont des familles, etc., des familles à nourrir. Ce serait vraiment dommage que certains se retrouvent au chômage ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, d'une part, j'ai apprécié le geste de la mairie qui veut aider le club pour la location du stade. Et puis aussi, quid de Vincent Volpe qui, du coup, est-ce qu'il va injecter des fonds propres? Voilà, je sais pas. Est-ce que ce sera lui le banquier? J'en sais rien. En tout cas, ouais, inquiet parce que ça veut dire aussi que finalement on repart à zéro sans trésorerie, et ça veut dire aussi que on peut pas investir, notamment dans des joueurs. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aussi, un petit peu quand même. Et moi, encore une fois, vous le savez, je suis partisan de la formation. Va falloir sortir des jeunes, hein, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Hein. À défaut d'acquérir des nouveaux joueurs, va falloir faire des économies et miser sur l'avenir, quoi. Romain, pour toi, on va rebondir justement sur ces 200. On a eu l'occasion avec Sylvain Letouzet dans le Club Hack de parler de ce qui se passe de l'autre côté de l'eau à Malherbe, où là c'est beaucoup plus problématique et où le plan social est engagé. Apparemment, c'est pas encore une hypothèse qui est faite au niveau du club. C'est tout à l'honneur du Hack justement de privilégier cet axe, et on va mettre de côté toute autre considération pour le moment, à partir du moment qu'il y a vraiment des emplois qui sont gérés. Il y a quand même deux, trois points quand même qui posent souci, et je voulais qu'on revoie avec toi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à la vue de ce qui s'est passé en juillet? Moi, ce que je retiens, c'est qu'on parle pas d'un trou de 10 millions d'euros dans le budget, mais plutôt d'un manque à gagner de 10 millions. Donc finalement, le trou, on le connaît pas dans cet article. Est-ce que c'est 2 millions, 4 millions, 5 millions? Il y aura un trou, mais on le connaît pas. Et comme l'a dit Thomas, Vincent Volpe devra mettre certainement la main à la poche. Ou alors, il faut vendre, bien vendre. Donc, quand je dis vendre, je pense forcément à Merache. Je pense aussi à un départ de Mayembo qui fait une très bonne saison. Et à mon avis, le Hack ne résistera pas à l'appel d'offres s'il y a des offres pour Mayembo. Voilà, donc il va falloir renflouer ce trou dont on ne connaît pas finalement vraiment la somme. Et puis, je m'interroge aussi sur les 50 millions d'euros dont il ne reste plus rien. Des anciens transferts. Je m'interroge sur les investissements de ces sommes. Était-ce bien les priorités? Vous avez bien compris, je parle de l'hôtel, je parle de tout un tas de choses qui ont tourné autour du club. Je me pose des questions sur les discours. Vincent Volpe disait on peut monter en Ligue 1 sans avoir des joueurs de Ligue 1. Et il disait aussi à l'époque, Paul Le Guen va nous aider en ça, de monter en Ligue 1 sans avoir des joueurs de Ligue 1, qu'on n'est pas obligé d'investir quand on est en Ligue 2, et qui lâchera l'argent quand on sera en Ligue 1. Du coup, aujourd'hui, je me dis, par rapport au mercato qu'ils ont fait l'été dernier, est-ce que c'est pas ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce qu'ils ont vraiment anticipé quelque chose? Je sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu appliquer ce discours de dire on va pas acheter et puis on va essayer de monter en Ligue 1 comme ça? Je sais pas. Non, parce que c'est justement pour ça que j'avais réécouté justement attentivement ce que Pierre Venti avait dit, parce que moi je voulais justement savoir, c'était notre topo depuis janvier, de savoir est-ce qu'ils se sont plantés ou est-ce qu'ils nous ont menti. Ça, c'était une des choses. Et tu entends bien dans le discours moi j'ai entendu dans le discours de Pierre Venti, c'est quand il a su que Mediapro allait être défaillant à fin septembre, qu'il a dit on recalibre tout. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas recalibré avant. Donc ça veut dire qu'en juillet, c'était vraiment une politique de vouloir ne pas réinvestir. Et on a même entendu, de toute façon, ils étaient sur Karim El Berkaoui, ils étaient prêts à investir si ça s'était fait.
Donc au final, c'est les circonstances qui ont fait que ça a fait. Alors au final, c'est sûr que entre la vente de Tino en janvier, qui avait pas fait plaisir à tout le monde, et autour de cette table, moi y compris, moi je pensais qu'on aurait pu en tirer plus. Finalement, les circonstances donnent raison au président. Le fait qu'on n'investisse pas et au final Mediapro se plante, deuxième circonstance qui fait que ça va bien. Donc au final, ça va mal, mais c'est là qu'on se repose. Nous, ça va mal et on avait des réserves, on a eu des circonstances qui au final s'avèrent payantes sur ce qu'on vient de dire. Et ceux par contre qui ont continué à dépenser, ils vont être dans quel état? Et au final, on est combien à repartir? On part sur une Ligue 2 à 12 l'année prochaine, parce que tout le monde n'a pas un Vincent Volpe qui est capable d'assurer la trésorerie derrière. Et Thomas en avait parlé. Le PGE, il est pas fait pour faire améliorer les comptes. Il est juste fait pour normalement assurer la trésorerie transitoire entre le moment où tu as plus d'argent et le moment où tu peux repartir. Donc effectivement, on savait que les 12 millions de Tino, c'était normalement 4-4-4. Donc là, effectivement, peut-être que le taux de trésorerie, c'est juste le fait qu'on attendait que Lyon paye sa traite. Mais c'est peut-être que ça. On espère que c'est pas autre chose. Puis je note surtout, tout comme vous, que les objectifs ont changé. Il s'agit maintenant de sauver le club, de sauver les emplois, de pas passer par un plan social. Et ça, oui, on peut le dire aujourd'hui au club, ça on le comprend. Et bien sûr, on est derrière ça. Et moi, je leur demande juste d'adapter leur communication autour de ça. Et de donner les vrais objectifs l'année prochaine du club. Et si ça doit en faire partie, mais bien sûr que c'est la priorité et c'est tout à fait compréhensible. Tout à fait. On en revient à ce qu'on disait. Ne nous prenez pas pour des enfants. Dites-nous juste la vérité. On est parfaitement capable de comprendre. Et si ça devait être une saison de transition dès le départ, dites-le. Il n'y a pas de problème, on comprend bien, on va pas vous demander la montée l'année prochaine vu ce qu'on est et la circonstance dans laquelle on est, mais au moins dites-nous la vérité, ça passera crème ensuite. C'est l'intérêt général qui prime, mais je pense que voilà, de notre côté, je pense qu'il va falloir être patient. On a déjà été patient pour la remontée pour déjà une décennie, on peut attendre encore un peu de toute façon. Voilà, c'est la patience est mère de vertu comme on dit. Parfait. En tout cas, c'est notre conclusion. On espère que ça se passera bien dans les semaines et les mois qui viennent. On attend avec impatience les rendus de la DNCG à la fin de la saison. Je pense que malheureusement, le calendrier définitif, on a eu l'habitude ces dernières saisons qui se décide des fois 1 ou 2 semaines avant le début de la compétition. Là, ça risque d'être encore plus problématique à ce niveau-là. On espère juste en tout cas qu'il y aura marqué Le Havre au calendrier de Ligue 2 et qu'il n'y aura pas trop d'absents pour raisons financières. De ce point de vue-là, c'est terminé en tout cas sur ce point. Nous allons maintenant parler des féminines avec un sujet malheureusement récurrent. Elles restent à l'arrêt. C'est parti. Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas. Et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Elles étaient pas loin à Reims, ça a été encore plus compliqué contre Dijon et le chemin de croix des féminines continue. 2 défaites lors des 2 dernières rencontres et on se rapproche de plus en plus d'une relégation sportive qui paraît inéluctable. Messieurs, j'aurais envie de dire d'autres choses, mais en fait, c'est toutes les semaines, c'est pareil. On a le même discours. Ah, c'est pas si mal, mais on a eu un trou d'air. Et le trou d'air, à chaque fois, il fait mal. Une défaite à Reims 2-1 où Ashley Clark a donné l'illusion de pouvoir espérer ramener quelque chose. Une défaite 2-0 face à Dijon, qui était 9e au classement, donc juste au-dessus de la ligne de flottaison qu'on espère. Et malheureusement, ça continue encore et encore. Et on se rapproche, comme on l'a dit, de la relégation sportive, sachant qu'il y a encore 12 points à prendre, dont 6 à aller prendre contre Paris et Lyon. Bon courage, mesdemoiselles, ça risque d'être compliqué. Allez, Thomas, c'est à toi de commencer. On y est. C'est bon, là, on a pris place dans la charrette. On attend juste que le charretier donne un coup de fouet pour que ça parte. J'ai envie de reprendre une expression que j'ai lue aujourd'hui de Benoît Donquel qui disait que ça sentait le sapin pour les féminines. Ouais, effectivement, ça sent vraiment le sapin. Contre Dijon, j'ai pas grand-chose à dire. De toute façon, elles gagnent pas contre des filles mal classées, donc
ça sous-entend qu'elles n'ont pas le niveau, clairement. Malheureusement, c'est triste. Sans mauvais jeu de mots, là, je pense que la mayonnaise n'a pas pris et que la moutarde va leur remonter au nez. Mais non, franchement, je sais pas quoi dire pour les féminines. Ouais, ça m'embête forcément parce qu'on a envie que tous les clubs du HAC réussissent, hein, bien évidemment, les féminines inclus. Non, je pense qu'à mon avis, ça va repartir en Division 2, pardon, et puis j'espère après, peut-être qu'elles auront un groupe un peu plus armé pour éventuellement revenir en Division l'année prochaine. Je sais pas, non, c'est pas évident, ça m'inquiète un peu, ça m'embête, mais bon, voilà, c'est un apprentissage, c'est leur première. Je vais être indulgent, hein. Puis bon, je rappelle aussi qu'il y a quand même une grande absente, bien évidemment, Jessie McDonough, hein, toujours. Mais bon, voilà, c'est pas une excuse, hein. Il y a le reste de l'effectif et malheureusement, ça sent le sapin. Voilà. Romain, on va rebondir sur les propos de Thomas. Bon, maintenant on attend quoi? Une décision du COMEX de la FFF pour nous dire qu'on a le droit à un tour gratuit? Oui, c'est ça, c'est le seul espoir auquel on peut se raccrocher. C'est ça, c'est un espoir administratif au cas où on resterait en Division 1 sur une saison blanche de la D2. Mais dans les deux cas, j'ai envie de dire, on descend ou on reste en D1, il y a quelque chose à restructurer autour de toute cette section féminine. Maintenant, ça va pas avec le sujet précédent, c'est-à-dire s'il y a moins d'argent, il y aura aussi moins d'argent pour la section féminine. Si on reste en D1, j'avais envie de dire qu'il faut restructurer autour des manques de connaissances qu'on a de cette D1. Finalement, on n'était pas. Je parle pas en termes de qualité de joueuse, mais je parle en termes de structure vraiment. Est-ce qu'on était armé pour cette division 1? Je sais pas. Je suis pas sûr. On avait au départ de la saison pas un entraîneur qui connaissait la division 1, même si je reconnais tout plein de qualités à Thierry Huvenard, il n'y a pas de souci, mais il connaissait pas la division 1 féminine, c'est un fait. J'ai envie de dire que peut-être qu'il n'y a pas assez autour de cette section féminine de structure football féminin. À part Le Pailleur, peut-être que ça manque encore de connaissance de ce football féminin. Et ça, qu'on soit en D2 ou en D1 l'année prochaine. Ok, écoutez, voilà un avis bien tranché comme on les aime dans les activistes. On espère qu'effectivement il y aura une grosse remise en cause. On rappelle juste 4 points sur la phase aller, un seul point sur la phase retour. On peut avoir aussi toute la bonne volonté du monde. À un moment, on peut dire oui, on voit pas les matchs, mais à un moment, voilà, les chiffres parlent quand même, et c'est pas faute de dire qu'il y a peut-être un problème de niveau quand tu mets seulement 5 points sur presque l'intégralité de ton championnat. Effectivement, il y aura une grosse remise en cause à faire, et on espère que ça ira mieux l'année prochaine si c'est en D1, et si ça devait être en D2, ce sera en D2 et on essaiera de rebondir au mieux. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes, et en attendant, Allez le hack et allez le Havre. Merci.